C'est dans le séminaire sur la lettre volée, prononcé en 1954 et en 1955 et repris en 1966 dans les écrits, que Lacan revient sur le concept de répétition. Pour lui, je le cite, « L'automatisme de répétition prend son principe dans ce que nous appelons l'insistance de la chaîne signifiante. Celle-ci possède une loi propre, je le cite, qui régit les effets psychanalytiques déterminants pour le sujet, tels que la forclusion vers Verfung, le refoulement vers Drangung, la dénégation vers Neinung elle-même. Il illustre ce principe au travers du conte d'Alan Edgar Poe, La lettre volée, où la répétition, qui consiste à dérober une lettre compromettante appartenant à la reine et à la substituer par un semblant, s'effectue au niveau intersubjectif des personnages, principalement de Dupin et du ministre. Leur déplacement est déterminé par le pur signifiant, par la place que vient occuper le pur signifiant qu'est la lettre volée dans leur trio. La répétition consiste en une politique de l'autruche où chacun pense que l'autre ne voit pas la lettre compromettante. La lettre devient elle-même un personnage de l'histoire et on voit se tisser autour d'elle tout un jeu qui se répète. Au travers de ce conte, Lacan nous expose l'importance du signifiant et comment, en fonction de celui-ci, le sujet est pris dans son jeu. Qu'est-ce que cela signifie? Le déroulement de la chaîne signifiante repose sur le mécanisme de répétition. Le signifiant fait retour car il dépend d'un signifiant premier. Ce signifiant premier, en tant que manquant, prend la valeur de trauma inaugural. Autrement dit, un signifiant n'existe que parce qu'il s'inscrit au sein d'un ensemble symbolique qui lui préexiste. Pour être clair, pour dire qu'il n'y a rien, il faudrait déjà qu'avant cela il y eût quelque chose. Le rien est donc un signifiant qui vient s'inscrire dans la chaîne symbolique et en cela, il est quelque chose. Le sujet doit s'inscrire dans le symbolique, déjà présent avant qu'il ne vienne au monde. C'est ce qui illustre de façon poignante un patient lorsqu'il dit, donc je le cite, « Peut-être, dès le ventre de ma mère, je ne voulais pas naître. Je savais déjà la vie que j'allais avoir. Comment aurait-il pu le savoir si ce n'est en étant pris par le discours de l'autre ?» Le fonctionnement de la chaîne signifiante est rendu possible par l'opération de répétition, elle-même mise en action par le signifiant manquant. Je cite Lacan, « C'est que le signifiant est unité d'être unique, n'étant de par sa nature symbole que d'une absence. L'absence peut donc être symbolisée, représentée par le signifiant. Quant à ce qui manque, il appartient au registre du réel. » Ce concept de réel, Lacan le développe et l'articule dans le concept de répétition, avec le concept de répétition, dont il en fait en 1964 l'un des 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse. Si dans le séminaire sur la lettre volée, Lacan aborde la répétition sous l'angle de l'insistance de la chaîne signifiante, dans son séminaire sur les 4 concepts fondamentaux de la psychanalyse, il va distinguer 2 choses en se servant des concepts aristotéliciens d'automaton et de tuché. L'automaton désigne pour lui l'insistance des signes, ce principe de la chaîne symbolique, et la tuché se traduit, je le cite, par la rencontre du réel. Elle est à l'origine de la répétition, c'est ce qui déclenche l'insistance de la chaîne signifiante. La fonction de la tuché, du réel comme rencontre, nous dit-il, est toujours la rencontre manquée. Cette rencontre manquée, ce réel, se présente en psychanalyse sous la forme du trauma. C'est la rencontre d'avec quelque chose d'insupportable qui n'a pu être évité. Puisqu'inassimilable, ce réel est donc cet impossible à symboliser pour le sujet. Ce réel est au-delà de l'automaton. Il promeut l'organisation symbolique et reste en arrière-plan de l'organisation imaginaire. Contrairement à Freud, Lacan nous dit qu'il y a une diversité dans la répétition. Il ne s'agit pas du retour du même, comme Freud l'écrit dans L'inquiétante étrangeté, mais plutôt du nouveau, introduit par la répétition même. En effet, si le sujet répète, il ne répète jamais de la même façon. Cette pulsation aléatoire est toujours prête à disparaître, instaurant ainsi la dimension de la perte. Les formations de l'inconscient, rêve, lapsus, acte manqué, témoignent de cet achoppement, de ce ratage avec quelque chose qui tente de se faire entendre. Au travers de cette béance jaillit la rupture qui fait surgir le manque. Cela n'est pas sans rapport avec le sujet, en tant qu'il est aliéné, rencontre dans cette rupture son désir. En tant qu'il parle, lui aussi se perd et se retrouve dans son discours. C'est toujours lui qui vous pose son énigme, nous dit Lacan.
Alors cliniquement, cela se manifeste par des « j'ai perdu ce que je disais », « il faut que je retrouve ma phrase »,« j'ai perdu le fil »,« je ne sais plus pourquoi je disais cela », etc. La répétition traduit le rapport des pensées du sujet et du réel. En tant qu'en pensant, le sujet ne l'atteint jamais. Elle est donc effet de l'inconscient, mais du sujet de l'inconscient, puisqu'un signifiant est ce qui représente un sujet pour un autre signifiant. À partir du fameux jeu de la bobine, qui symbolise la répétition non pas du besoin du retour de la mère, mais plutôt de son départ, alors je cite Lacan, comme cause d'une Spaltung dans le sujet, Lacan illustre comment l'absence de la mère est venue créer une béance, je le cite, « Le jeu de la bobine est la réponse du sujet à ce que l'absence de la mère est venue créer sur la frontière de son domaine, sur le bord de son berceau, à savoir un fossé, autour de quoi il n'a plus qu'à faire le jeu du saut. La bobine est le sujet en tant qu'elle représente une partie détachée de lui, que Lacan appelle objet petit a. L'absence de la mère est ici cause de cette répétition. Lacan conclut sur la répétition comme étant la résistance du sujet à se remémorer. Je le cite, « résistance du sujet qui devient à ce moment la répétition en acte ». Et là, je pense à l'emboudiment par rapport à la remarque de ce matin sur la résistance. Toujours dans cette logique d'un retour à Freud, il reste à Lacan de relier cette contrainte de répétition avec la pulsion de mort. C'est donc sous l'angle de la jouissance que Lacan aborde ce concept. En effet, la répétition est corrélée à la jouissance puisqu'elle est fondée, je le cite, sur un retour de la jouissance. Ce qui se répète est perte, puisqu'il y a donc une déperdition de la jouissance. Lacan utilise le terme d'entropie, terme emprunté de la thermodynamique, qui signifie perte d'énergie. En grec, entropia signifie retour en arrière. Au travers de cette perte surgit la fonction de l'objet perdu, l'objet petit a. Dans le séminaire 11, Lacan, reprenant le rêve de l'enfant qui brûle, évoque l'idée, je le cite, que seul un rite, un acte toujours répété, peut commémorer cette rencontre immémorable. C'est ce qu'il développe plus largement lorsqu'il parle du trait unaire. Le trait unaire est signifiant qui fait trace, qui marque le sujet. Il est support d'identification en tant qu'il permet le comptage, le sujet se compte parmi les autres, mais aussi la différenciation, puisque le trait unaire est ce qui désigne la singularité du sujet. Pour Lacan, je le cite, il commémore l'irruption de la jouissance. Si quelque chose a fait jouissance dans l'histoire du sujet, ce quelque chose est à répéter. Pour résumer, il y a répétition car quelque chose est perdu. Le sujet tente de récupérer la perte de jouissance, le plus de jouir. Cette répétition fait surgir la fonction de l'objet petit a, à la fois objet perdu à jamais, dont on éprouve la nostalgie, le manque, mais cause de la répétition, puisqu'il devient quête de jouissance. Donc je cite Lacan, « L'effet du signifiant, signifiant ce qu'il répète, voilà ce qui engendre le sujet et quelque chose en tombe. Ce quelque chose est cet objet petit a qui fait chute dans la structure et par où le sujet accède à son désir. Le désir est réglé par la castration, dont les effets marquent le sujet tout au long de sa cure. Elle est le ressort de la subversion produite par la dialectique du sujet. Comme le disait Lacan, la demande est toujours demande d'autre chose. Elle peut être satisfaite, mais pas le désir. Les effets d'une psychanalyse consistent pour le patient à réduire ce champ de la demande, à l'épuiser, jusqu'à ce qu'il accède au reste irréductible, l'objet petit a, par où se manifeste son désir. Donc je vais conclure. Tout au long d'une psychanalyse, le sujet ne cesse de répéter, et même après. La sortie de la psychanalyse signe la traversée du fantasme pour le névrosé. Traversé par la castration, le sujet ne répète plus de la même façon, puisqu'il aime, travaille et jouit de la vie autrement, c'est-à-dire en deçà de la jouissance, puisqu'il consent à ce qu'elle soit interdite. Il acquiert un savoir-faire avec le manque. Dépouillé de son imaginaire, le sujet reconnaît la réalité, celle qui exclut tout semblant et tout leurre. Et là, je reprends les mots de Freud dans Analyse finie et
Analyse infinie, 1937. Pour le psychotique, la sortie passera par la construction d'un quatrième nœud qui vient nouer l'ensemble des points de capitons créés dans la cure. Merci.